Cette table ronde, elle va particulièrement intéresser ceux qui veulent créer leur entreprise. Comment est-ce qu'on finance? Comment est-ce qu'on lève des fonds? Qu'est-ce que c'est qu'un business angel? Comment est-ce qu'on fait grandir sa start-up? Et comment est-ce qu'on finance l'innovation? J'appelle sur scène tout de suite pour en parler la pétillante Marion Moreau de French Web et ses invités. Bravo! Les filles. Merci. Bonjour. Merci Catherine et Delphine de nous accueillir toutes ici aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'être là en tout cas. Alors on va parler de Future of Money avec mes invités ici aujourd'hui. On va parler évidemment des différentes façons dont aujourd'hui on peut financer la croissance et l'innovation. On voit, vous le savez sans doute, beaucoup aujourd'hui de start-up qui pullulent, qui émergent un peu chaque jour. On dirait qu'elles n'attendaient que ça finalement, notamment je pense à la French Tech, dont on voit bien que toutes ces entreprises qui se disent de la French Tech n'attendaient que d'émerger. On dit aussi que, en ce qui concerne l'investissement, que c'est la France est leader, il paraît. On va le voir ensemble, si c'est vrai ou pas, on va en débattre. Il paraît que selon la BPI, la Banque publique d'investissement, c'est 6 millions d'euros qui ont été investis en 2012. On dit aussi que 911 millions d'euros ont été directement investis en 2013. Ça, c'est Chausson Finance qui le dit, c'est un indicateur. On dit aussi qu'il y a une nouvelle génération de business angels, celle des investisseurs qui ont réussi. On pense à Pierre Kosciusko-Morizet, Olivier Mathieu, à d'autres bien sûr qui ont soit monté des fonds d'investissement, soit directement investissent de leur poche directement dans les jeunes pousses aujourd'hui. Donc ça change, c'est un nouveau paysage qui se dessine. On pense aussi bien sûr dans ce Future of Money aux plateformes de crowdfunding. Kickstarter est aujourd'hui le leader sur les plateformes de prêt qui permettent en fait aux particuliers, à tout le monde, à vous, à moi, de pouvoir financer cette innovation. Et aujourd'hui, c'est 1 milliard de dollars de prêts qui ont été financés directement depuis 2009. Et pour parler de tout ça, parce que tout ça, c'est un constat très rose, mais c'est pas que rose. C'est difficile aujourd'hui quand même pour nombre de startups de pouvoir financer leur croissance. Et j'ai le plaisir de pouvoir débattre de toutes ces questions avec mon panel d'invités. Je vais vous présenter tout de suite. Alors, à mes côtés, j'ai Magali Boisseau. Vous êtes la fondatrice de Bédicassa. Bienvenue déjà. Merci Marion. Vous venez de Montpellier. Et on va un petit peu parler avec vous de votre parcours d'entrepreneur. Il n'est pas tout rose, il a été aussi jalonné comme ça de difficultés. À vos côtés, il y a Marie Eklund. Bonjour. Bonjour. Vous êtes investisseuse, je ne sais pas si on peut employer ce terme, allez, on va dire que oui. Aujourd'hui, vous êtes à l'initiative d'Elaya Partners, qui est un fonds d'investissement qui a déjà pas mal d'années et qui est très connu depuis, Criteo, cette belle start-up française qui a évidemment réalisé une IPO. On parlera d'ailleurs avec vous de savoir s'il y a un avant et un après Criteo depuis cette belle entrée en bourse. À vos côtés, Roxane Varza. Bonjour. Startup Lover, on dit. Ça, c'est mon titre, ouais. Aujourd'hui, chez Microsoft Venture, en charge du programme qui favorise l'accompagnement des startups. Vous avez un lieu dédié d'ailleurs à Paris, pas très loin d'ici, dans le Sentier. Pas très loin d'ici. C'est un petit peu votre quartier. Et vous aidez des startups, vous les sourcez, vous les identifiez, vous aidez des startups avec un réseau de mentoring qui sont eux-mêmes d'ailleurs ces mentors des investisseurs directs pour pouvoir les développer, aider ces startups, ces jeunes pousses à se développer. Donc on va parler un petit peu avec vous de ces questions-là. Et puis à vos côtés, Ariane Bucaille. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Vous êtes partenaire chez Deloitte. Vous êtes en charge de ce secteur qu'on évoque aussi aujourd'hui évidemment beaucoup, c'est le digital, ce sont les télécoms, les nouvelles technologies. Et vous travaillez chez Deloitte depuis 10 ans. 10 ans, voilà. Et vous observez justement le capital risque, le capital investissement dans ce secteur, comment il se comporte et comment il innove lui aussi. Alors, ma première question justement, c'est pour vous, Marie. Depuis Criteo, alors je voudrais juste savoir dans la salle, parce que la dernière fois, sur un événement où j'ai pu d'ailleurs voir Roxane, qui s'appelle les Tech Days de Microsoft, il y avait un parterre de 200 développeurs et personne ne connaissait Criteo. Ça m'a beaucoup surpris. Qui connaît Criteo dans la salle? Ah, je le savais. Criteo est bien connu, ça va vous faire plaisir, Marie. Est-ce qu'il y a un avant et un après Criteo? Ça se voit, non? Donc oui, je pense que ça faisait la dernière grande introduction en bourse d'une société techno-française
C'était Business Object il y a longtemps. Oui. En tout cas au Nasdaq et sur ces valeurs-là. Et donc ça montre que c'est possible, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monter une société en France qui galère dans les premières années, parce que Criteo, ça n'a pas du tout été tout rose, notamment les premières années. On a mis 2 ans et demi à peu près à trouver un modèle économique qui soit viable. Et que malgré ça, à force de persistance et puis d'ambition et de lucidité sur l'état réel du marché et puis d'une qualité entrepreneuriale, on a réussi à faire un business qui aujourd'hui fait 15% de son chiffre d'affaires en France et de moins en moins, en tout cas c'était ça en 2013, et qui vaut 3 milliards de dollars en bourse, quoi. Donc c'est joli et ça montre qu'on peut le faire. Donc ça met un niveau d'ambition et de faisabilité supplémentaire. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que Jean-Baptiste, enfin, c'est une société qui est née en 2005, moi je l'ai financée début 2006, et tout le monde l'a vu galérer, Jean-Baptiste. Oui, d'ailleurs, il a pivoté, il a changé de business model 4 fois. Quatre fois. Ouais. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose, finalement. Ça pose la question, en tant qu'investisseur, et après on fera un petit tour de table, de cette notion de sélection. Comment est-ce qu'on sélectionne un bon et un mauvais dossier en tant qu'investisseur aujourd'hui ? En fait, il n'y a pas de science exacte. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vous dire s'il y a une société qui arrive et qui coche tel et tel cas, c'est bon, j'investis. Parce que fondamentalement, on peut... Moi, je fais un cours aux entrepreneurs pour essayer de leur faire comprendre comment réfléchit un investisseur. Et il y a toujours 3 grandes familles de paramètres, de critères d'investissement. Il y a un premier, c'est l'équipe, évidemment. Alors, c'est pas uniquement des qualités, une complémentarité, mais c'est aussi, par exemple, un alignement des visions à l'intérieur de l'équipe et un alignement des intérêts. C'est également extrêmement important que nous, on les partage. Donc, il y a un premier filtre qui est que si, fondamentalement, on n'a pas la même vision sur un marché donné, ça ne veut pas dire que, comme on est sur du prospectif, ça ne veut pas dire qu'on sait qu'il y en a un qui a raison ou tort. C'est l'un des principes de ce métier, on se trompe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on n'a pas la même vision que l'entrepreneur, il ne faut pas aller avec lui, quoi. Donc déjà, rien que ce premier critère-là de l'équipe, d'alignement des visions, etc., va être appliqué de manière complètement différente en fonction des individus investisseurs. Et donc l'un des grands paramètres du métier, c'est qu'on se gourre. Et moi j'aime bien, il faut l'accepter, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette humilité-là, et il faut aussi se rendre compte qu'on reçoit, nous et Laïa, on reçoit à peu près 1200 dossiers par an. On investit dans 7. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 1193 qui sont mauvais. Ça veut dire que le pari qu'on est prêt à prendre cette année sur le grand secteur de l'économie numérique, c'est plus retrouvé dans ces 7 dossiers-là qu'on a croisés, ces 7 équipes-là qu'on partageait la vision, et que c'est ces aventures-là qu'on avait envie de vivre ensemble, en prenant à la fois les risques ensemble et en visualisant la même opportunité. Il faut avoir le même niveau d'ambition, il faut avoir les mêmes niveaux d'analyse. Alors, effectivement, on parle là de l'aspect investissement. Si on doit redonner un petit peu les grandes lignes que j'ai données un petit peu en introduction, ça commence souvent l'histoire d'une start-up. Si finalement, on va dire que c'est incarner l'innovation. Aujourd'hui, la start-up incarne une certaine forme d'innovation, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de PME qu'on oublie qui innovent beaucoup aujourd'hui. Ça commence souvent par ce qu'on appelle la love money. Donc ça peut être la grand-mère, le papa qui donne un petit peu d'argent, etc., etc. Est-ce que vous, d'ailleurs, en tant qu'investisseur, Magali, quand vous avez lancé Bédicassa, vous êtes passé par cet entrepreneur, bien sûr. Pardon, pas encore investisseur, ça viendra peut-être, on en parlera après. Est-ce que vous êtes passé déjà par cette première étape avant de lever des fonds, et on en parlera après, pourquoi lever des fonds finalement. Est-ce que vous êtes passé par cette étape d'aller demander un petit peu d'argent autour de vous pour lancer l'aventure ? Oui, clairement, je pense que c'est indéniable quand on se situe en France, dans notre écosystème, surtout quand on provient de province et qu'on commence avec 3 000 € en fonds perso et qu'on n'a pas de réseau. Forcément, on fait appel à la famille, aux amis, on essaye de se bouger pour voir sur les réseaux, sur Internet, qu'est-ce qu'il existe comme plateforme. Moi, il faut savoir que j'ai commencé l'histoire de Bédicassa en 2007. En 2007, il n'y avait pas tous ces fonds. Je savais même pas ce que c'était qu'un business angel, encore moins du love money. Donc, en fait, j'ai mis 5 ans à lever mes vrais fonds.
Donc pendant 5 ans, j'ai fait de la love money, des subventions. Je suis allée là où il y avait l'argent et là où on pouvait croire en moi. Mais ça a été effectivement assez douloureux. On rappelle ce que c'est, Bedicassa. Bedicassa, c'est le pionnier du logement chez l'habitant partout dans le monde. Le Airbnb français, on dit, ici. Sauf qu'on est plus spécialisé sur les chambres chez l'habitant, les chambres d'hôtes et les familles d'accueil, où l'habitant est présent. À la différence de Airbnb, où c'est plus de l'appartement, de la location saisonnière, où l'habitant n'est pas forcément présent. Alors pour rester justement sur cette casquette du business angel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'ange du business. C'est qui, c'est quoi les personnes qui vous ont accompagné au début? Alors, les business angels, je les ai trouvés, donc c'est des investisseurs privés, vous pouvez être business angel demain, je ne sais pas ce que vous avez sur votre compte d'épargne, mais apparemment, les Français ont beaucoup d'argent sur leur compte épargne. Donc, vous pouvez aller sur des plateformes de mise en relation en fait, entre des entrepreneurs et des investisseurs, des particuliers, et en fait faire une plus-value. Et chez Bedicassa, quand j'ai trouvé mes business angels, je suis allée les chercher sur ces plateformes. Alors, je me rappelle d'une plateforme qui s'appelait faisonsaffaires.com, qui maintenant n'existe plus. Et j'ai trouvé mon premier business angel sur cette plateforme. Et ensuite sur Facebook, où j'avais créé un groupe qui s'appelait Sauvegarde de dernière minute, où on me voyait avec une bouée derrière. Non, ça c'était en 2009. Et il y avait 2500 personnes sur le groupe, et dont quelques particuliers. Et après, dans mon réseau, Bedicassa, en fait, avant de lever les fonds d'amorçage en 2012, j'avais une communauté grandissante, j'avais quand même 40 000 membres. Et donc, certains membres ont investi dans Bedicassa, et également des salariés. Enfin, maintenant, qui sont salariés, mais avant, qui étaient stagiaires. Donc on y a tous mis, moi aussi. Chacun a mis de sa poche un petit peu. Moi aussi j'ai mis pas mal d'argent dans mon entreprise. Roxane, on disait chez Microsoft Venture, il y a des mentors justement qui accompagnent les startups qui sont incubées chez vous et dont certains sont directement investisseurs, enfin business angel. Je pense à Patrick Robin par exemple. Oui, par exemple, il y a Patrick Robin qui accompagne certaines de nos startups et qui est investisseur dans une startup qui s'appelle Yumiam. Mais sinon, je voulais aussi rebondir un petit peu sur ce que Magali racontait sur la définition de business angel, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est en train de dévoiler beaucoup. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'incentives pour n'importe qui a un peu d'argent de pouvoir investir. Et je pense qu'aussi avec des plateformes de crowdfunding, enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on appelle un business angel, parce que juste donner de l'argent comme ça, et n'avoir rien entre guillemets en contrepartie, on ne dit pas que c'est un business angel, mais je pense qu'il y a certaines plateformes qui sont entre le modèle Kickstarter et le business angel classique, qui montrent en fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, entre guillemets, devenir business angel, même avec des montants moins faibles que ce qu'on voit. Business angel sera gagnant. Ouais. Parce que chez Bedicassa, ils ont tous fait... Là, ceux qui ont revendu leur part entre 3 et 5 ans ont fait entre x2 et x5 de plus-value. Donc, à la banque, c'est quoi? C'est 1,5% de taux par an que vous gagnez. Vous allez gagner peut-être 20% par an dans une start-up. Il faut attendre 3 à 5 ans, voire 7 ans. Mais bon, c'est plutôt gagnant, quoi. C'est plutôt gagnant, il faut être patient. C'est ce que vous observez aussi, Ariane, de votre côté, vous qui, justement, depuis 10 ans, regardez un petit peu comment se comporte le capital risque, même d'amorçage aujourd'hui? Oui, alors non, mais le capital risque d'amorçage, je ne l'apprendrai pas, c'est évidemment très risqué. Donc les rendements sont élevés quand ça fonctionne, et puis quand ça fonctionne moins bien, c'est moins élevé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nous, on a un prix qui s'appelle le prix Phase 50, qui est assez connu en fait et qui récompense les entreprises technologiques de croissance. Et pour cette table ronde, j'ai regardé un petit peu les stats exactes en fait de qui était financé par des VC, qui était financé plutôt par la famille, etc. Et c'est vrai que parmi les gagnants du Phase 50, donc les lauréats, au cours des 5 dernières années, on a plutôt 40% sont financés quasi exclusivement en fait par la famille, les amis, de l'argent du love money. Et puis après, ça se répartit entre financement public, 20% les financements bancaires, et puis 20% les VC. Donc c'est vrai que c'est au départ, et pendant un certain temps quand même, c'est quand même l'apport number one pour pouvoir se financer. Voilà. Après, c'est vrai que plus c'est risqué, plus ça rapporte, et c'est normal. Et voilà.
Alors, il y a beaucoup aujourd'hui de business angels en France. Ceci dit, il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup plus de business angels aux États-Unis, par exemple. La culture, finalement, de l'investissement dans les sociétés, plus que d'aller effectivement faire fructifier un compte bancaire, est plus populaire là-bas. Marie, vous l'avez constaté, parce que maintenant que vous êtes souvent aux États-Unis, à New York, avec Criteo, vous devez bien vous en rendre compte. Oui, effectivement, et c'est pas du simple au double, hein, c'est du simple à x100, c'est vraiment une échelle supplémentaire. Et pour ça, ce dont il faut se rendre compte sur l'économie française, c'est qu'il y a 92% du financement des PME en France, c'est de la dette. D'accord. Aux États-Unis, 80% du financement des PME, c'est de l'equity, c'est du capital. Donc ce n'a pas du tout la même structure, le même paysage. Et en termes de nombre de business angels, c'est pareil, c'est x 1000, quoi. On est sur des volumétries qui ne sont pas du tout les mêmes, on n'est pas du tout sur les mêmes manières de financer les entreprises en France. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont très peur d'ouvrir leur capital, ce n'est pas du tout dans la culture. Et de la même manière, du côté des épargnants, du côté des... tu parlais de l'épargne des Français est partout sauf dans l'économie réelle. C'est-à-dire que l'assurance vie, c'est 1750 milliards d'euros. L'argent dans les PMA, dans le PEA, on est à 300 milliards. Donc aujourd'hui, on est aussi dans un monde où il y a beaucoup d'épargne, mais elle ne va pas du tout dans les entreprises. D'ailleurs, vous êtes souvent un peu fer de lance sur des projets comme ça auprès des autorités. Oui, effectivement, c'est l'un des grands problèmes qu'on essaye de faire avancer au niveau transdigital. Ouais. Sinon, si je peux juste rajouter un petit commentaire, la raison pour laquelle je crois aussi qu'il y en a moins, enfin je pense qu'il y a deux raisons, mais on voit moins de sorties en France, et je pense aussi... Enfin, je ne sais pas combien de millionnaires ou milliardaires on a créé avec la sortie de Criteo, mais je pense avec Facebook et Twitter qui rentrent en bourse, il y a un écosystème qui se crée de jeunes millionnaires ou de jeunes milliardaires dans la vallée. Et du coup, eux, ils ont aussi la culture de réinvestir cet argent. Ils ne vont pas juste rester là en tranquille, ils vont recommencer d'autres projets, investir dans d'autres startups. Et aussi, je pense que si on regarde aussi les avantages pour les investisseurs dans les différents pays, je pense que quelque chose que j'ai vu en Angleterre qui marchait très bien, c'était les crédits d'impôt, les EIS, je ne connais pas la traduction en français, scheme pour l'Angleterre, et ça permet à n'importe qui fait n'importe quel montant d'investissement d'avoir un crédit d'impôt de 30% sur son investissement. Je crois que c'est hyper avantageux. Marie, juste pour rebondir sur ce que dit Roxane, donc Criteo, il y a 100% des salariés qui sont actionnaires ou qui ont des stocks options ou équivalents, c'est les BSPCE, l'instrument français. Et il y en avait au cours d'intro, mais comme il a pas mal monté, le chiffre a dû monter, il y avait 50 salariés qui étaient devenus millionnaires. Donc effectivement, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, ouais. Pas mal. C'est vrai que le modèle américain est toujours impressionnant, parce que c'est vrai qu'il y a un flux continu d'IPO, même au cœur de la crise. En fait, il y avait quand même, et nous on le voit, nos collègues à San Francisco le voient en permanence. On a un nombre de dossiers qui arrivent, qui ne demandent qu'à être cotés et qui remplissent les critères. Mais c'est vrai que c'est aussi une question de taille de marché. Il y a la question du financement, mais c'est vrai que faire grossir une entreprise aux États-Unis, c'est plus facile que de les implanter dans 5 pays européens. Donc il y a cette notion-là aussi qui fait que il n'y a pas la culture de l'argent telle qu'on l'a dans la vraie économie, mais il y a aussi un facteur de comment est-ce qu'on fait grossir de façon moins coûteuse une entreprise en Europe avec une taille critique plus rapide. C'est un des facteurs importants également. Marie. Effectivement, ça c'est quand on voit même chose sur un peu le paysage économique français, on se rend compte qu'on a les 40 dinosaures du CAC 40 avec, je donne toujours ce chiffre-là. J'avais fait le calcul pour connaître l'âge moyen des sociétés du CAC 40. Donc l'âge moyen est de 101 ans. Donc on a les 40 dinosaures de 101 ans là, on a plein de PME dynamiques, mais ça fait des années qu'on ne crée plus, on a un ascenseur de croissance qui est complètement cassé. Et donc, il y a l'un des freins qui est le financement, mais il y en a beaucoup d'autres. Effectivement, on a la taille de marché, mais il y a aussi le fait que on a du mal à recruter dans les jeunes boîtes. Il y a beaucoup d'effets de seuil dans la législation française. Il y a une fiscalité qui est assez peu favorable, etc. Donc, il y a beaucoup de points de friction, mais le résultat des courses, c'est que l'ascenseur de croissance économique en France, et en fait le constat est le même en Europe, est complètement cassé. Mais alors justement, oui.
Allez, j'ai une petite réserve quand même, parce que nous, notre fameux prix Fast 50, il est européen, enfin il est mondial même, mais enfin, il y a le système de poupée russe, donc il y a l'Europe, et puis donc il y a le Fast 50 devient Fast 500 en Europe, mais on a quand même positionné en France 86 entreprises en fait parmi les 500 lauréats en Europe, et on est le premier pays à positionner des entreprises dans ce prix cette année, ça fait même 3 ans de suite. Donc on est plutôt pas mal finalement en France par rapport aux autres pays en Europe. Cela dit, en fait, la difficulté, c'est qu'on est très très loin en fait de la zone américaine. Voilà. Alors justement, avant d'évoquer la piste des grands groupes, parce qu'ils représentent sans doute une opportunité, et c'est vous qui me l'avez dit en préparant le panel, je n'invente rien, Ariane, que c'est justement peut-être l'avenir de l'innovation et des jeunes pousses aujourd'hui. Parlons un petit peu crowdfunding. Est-ce que c'est un effet de mode ou pas, selon vous, Magali ? Étant donné que le crowdfunding, je crois qu'ils ont collecté 78 millions d'euros l'année dernière, c'est 3 fois plus, je crois, qu'en 2012, je pense que ce n'est pas juste un effet de mode. Je pense que c'est une transformation profonde des mentalités. Il y a, je crois, une quarantaine de plateformes de crowdfunding en France, et après qui se spécialisent. Alors, vous avez des prêts solidaires maintenant, vous avez des thématiques spécifiques sur ces plateformes de crowdfunding. Je pense que c'est nécessaire. Enfin, on parlait tout à l'heure, Marie évoquait les dossiers et la sélection des dossiers. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que j'ai fait tous les fonds d'investissement français à Paris. Maintenant, on a une croissance à 3 chiffres. Mais on a attendu 5 ans Vous pour êtes combien avoir chez cette Vidicassa, croissance. Aujourd'hui On est 14, oui. Et on va encore recruter. Donc on est rentable sur la France et on est en plein investissement. Et il y a 3 ans, avant qu'on fasse cette levée de 500 000 euros, qui était notre levée de fonds d'amorçage, on avait 7 personnes qui résidaient dans des logements Vidicassa par nuit. Aujourd'hui, on en a 115, ce qui fait 16 fois plus. Et ça, sans les fonds, on n'aurait pas pu embaucher nos équipes, on n'aurait pas pu embaucher des développeurs, parce que vous imaginez même pas comme je me suis cassé le nez avec des prestataires, parce que jamais ils vont vous mettre en œuvre le cahier des charges. Donc, je sais qu'il y en a qui s'y retrouvent dans ce que je dis. Ces plateformes de crowdfunding, elles répondent en fait à un besoin d'amorçage. Ce qu'il faudrait, c'est aller beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, en France, on manque cruellement de confiance dans les entrepreneurs qui sont talentueux, mais qui sont isolés et qui ne font pas partie de réseaux. Ces plateformes de crowdfunding répondent à cette problématique, mais il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que la BPI, l'État a développé un statut maintenant pour ces plateformes, donc c'est très bien. Et puis maintenant, je crois que l'internaute peut mettre jusqu'à 1 000 euros, et une société, si vous avez une entreprise que vous voulez vous la faire financer vers les internautes, vous pouvez aller jusqu'à 1 million d'euros. Et ça, c'est en prêt. Donc c'est pas en financement, c'est en prêt. Donc c'est très bien. Mais je ne comprends pas pourquoi se limiter. Et ça, j'ai pas la question, je l'ai cherché. Je suis allée sur la BPI, j'ai cherché la réponse à cette question. Ça pourquoi on plafonne en fait? Pourquoi dans les sociétés anglo-saxonnes on plafonne pas, et pourquoi ici on plafonne? Et moi, j'ai eu d'énormes difficultés à faire comprendre ma vision, mon ambition, enfin, la vision, on l'a partagée avec les investisseurs. J'ai quasiment eu aucune objection. La croissance, elle est là. Enfin, on a fait 200% de croissance par an l'année dernière. Pourquoi ils ne nous ont pas fait confiance? Et on a été sollicité par 3 concurrents qui ont voulu nous racheter, mais on n'a pas envie d'être racheté, c'est trop précoce. Vous avez eu 3 offres fermes de rachat? Oui, et qui valorisaient à 7 fois supérieure la boîte à ce qu'on avait en France au niveau des fonds d'investissement. Donc, moi, je ne comprends pas cette vision qu'on a et ce manque de confiance. 1200 dossiers, 7 dossiers sur 1200. Après, peut-être je ne comprends pas les critères, mais ça fait 0,6%. Parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Il n'y a pas assez de fonds. C'est pas possible. On n'a pas d'argent. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'argent. Vous avez investi dans le Critéo. Alors, attention. Sur le métier d'investisseur. Non, attends. Sur la sélectivité, le métier d'investisseur, c'est quoi? C'est tu choisis des boîtes, après tu les suis, mais les suivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis au bord de toutes les boîtes dans lesquelles j'investis.
Si tu veux faire une différence en accompagnant, ça veut dire que tu passes du temps. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je ne peux pas être au board de plus de 8 sociétés. Et quand je suis au board d'une société, ça dure 8 ans. Donc il y a un problème de scalabilité. C'est-à-dire que quand on investit, moi j'ai un fonds de 45 millions d'euros, on est 3 associés de directeurs de part, donc en moyenne on va investir dans une vingtaine de sociétés parce qu'on veut pouvoir faire une différence. C'est la différence entre un business angel ou un investisseur qui va être dans un modèle statistique. Tu vois Kima par exemple qui investit très largement, c'est un modèle purement statistique. Nous ce qu'on vend, c'est qu'on apporte de la valeur parce qu'on est présent aux côtés des entrepreneurs, qu'on y passe du temps, qu'on apporte de la valeur, qu'on apporte notre réseau et qu'on va, grâce à ça, arriver à faire complètement démultiplier la valeur. Donc ces paris-là, on ne peut pas en prendre 40 par an, parce qu'on est 5 ou 6. Donc il faut plus de fonds d'investissement. Il faut plus de fonds, c'est ce que je dis. Plus de fonds ou plus on de capacité. Ou alors, c'est des gens qui ont un modèle d'investissement qui est purement statistique, mais c'est pas ce qu'on fait nous. Alors pourquoi là, j'ai un fonds qui nous a dit oui, donc là, on est en clôture, et lui, il va pas être au board parce que c'est pas son. C'est pas le même modèle. Non, mais voilà, je le remets pas en question. Je pense que c'est bien d'être au board parce que ça permet aussi d'accompagner l'entrepreneur sur le long terme. Mais en fait. Moi, il faut comprendre ce que l'on vit au quotidien et des choses que l'on ne dit pas forcément. Je ne suis pas en train de critiquer la méthode, je suis juste en train d'essayer de comprendre et je me mets à la place de tous ces entrepreneurs, parce que j'ai créé une fédération qui s'appelle Union Web, qui représente 1 millier d'entrepreneurs. Combien ? 800, je crois, c'est ça ? Maintenant, on est plus de 1000. Qui sont en train de passer cette étape que moi j'ai déjà franchie et qui sont dans une douleur incompréhensible parce que il y a des choses qu'on ne dit pas. Et quand j'ai envoyé mon dossier à plusieurs fonds, j'ai eu comme réponse. Alors on m'a, alors je sais, Elaya, je crois que je l'ai envoyé. La réponse était trop start-up. Bon, bah voilà, après j'accepte la réponse. Et puis d'autres m'ont fait déplacer. Donc moi, je viens de Montpellier, je suis venue à plusieurs reprises sur Paris. Donc ça a quand même duré 6 mois. J'avais d'autres choses à faire parce qu'on a un peu les mains dans le cambouis aussi quand on développe son activité en France. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous acceptent, ils nous font bosser sur nos business plans, et ensuite, pour nous dire non, ils nous envoyaient un mail en disant non, on ne pourra pas suivre votre croissance, on ne comprend pas l'investissement marketing, ou parce qu'il y en a un gros qui s'appelle Airbnb qui va tout manger, alors qu'on est quand même sur un marché de 11 milliards de dollars et que je pense qu'on n'aurait pas fait une croissance à 3 chiffres si vraiment ils nous avaient mangé. Donc en fait, voilà, moi c'est juste quelque chose que j'ai envie d'un peu de mettre en lumière, parce que je représente des personnes qui comptent un peu sur moi pour délivrer ce message, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. J'essaye de diffuser le message pour pouvoir trouver des pistes de réflexion pour améliorer les choses. Alors, moi, première chose, je pense que, c'est ce que je disais au démarrage, il n'y a pas assez d'argent pour les entreprises de manière générale, c'est-à-dire que l'économie française et l'épargne des Français n'est pas orientée vers l'économie réelle. Donc, ce qui force à une sélectivité qui est très importante, d'une part, et d'autre part, il y a différents niveaux de risque et différents types d'investisseurs pour prendre ces risques-là. Le fait qu'au niveau de l'amorçage, il n'y ait pas suffisamment de tissus de business angel, c'est un vrai problème, parce que ce sont typiquement, à ce stade-là, quand on est sur des choses ou quand on dit c'est un peu trop amont et tout, c'est est-ce qu'on franchit le pas de cette prise de risque-là ? C'est souvent une étape de business angeling qui manque. D'accord ? Donc je pense qu'il y a ce sujet-là. Il y a une autre grosse étape qui manque, c'est après le capital risque. C'est-à-dire avoir des fonds qui soient capables de mettre 10, 20, 30 millions d'euros sur une boîte pour la pousser à l'international, donner le niveau d'ambition. On n'a pas de fonds comme ça en France. Ça n'existe pas. Oui. D'accord ? Des fonds pré-IPO, ça n'existe pas. On n'a pas de bourse capable d'accueillir des valeurs technologiques. Donc la chaîne de financement est cassée à différents endroits. Et l'un des gros endroits où elle est cassée, parce que ça s'est structuré au niveau de l'amorçage, c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, c'est après nous. Parce que nous, on reste au capital des boîtes 6, 7, 8 ans. Mais c'est souvent pas suffisant pour aller jusqu'au bout de cette étape de croissance et de se dire on va créer une ETI qui potentiellement pourra devenir un grand groupe, etc. Ariane, c'est votre constat aussi ? Oui, non, mais c'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde les sorties, les investissements qui ont été faits entre maintenant 2000 et 2005, en fait, toutes les sorties, on a une bonne vision maintenant de comment ça s'est passé. Il y en a plus de 70% en fait qui sont des sorties industrielles. Donc ça veut dire en fait que ces boîtes-là, de fait, elles disparaissent du paysage en tant que telles. Elles restent, leur business reste, mais il est intégré dans un business plus grand, international, étranger.
Donc de fait, en fait, aujourd'hui en France, on crée des boîtes, elles sont vendues ensuite, et très bien pour les entrepreneurs et les salariés parce qu'effectivement, ils réalisent le fruit de leur travail. Mais et en plus, ils rachètent d'autres boîtes puisque c'est le cas de Criteo qui a déjà acheté des boîtes effectivement, ils en financent d'autres, et donc ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'elles disparaissent, à exception faite de Criteo et de quelques boîtes en fait qui s'en sortent et qui sortent par la IPO. En général, en fait, c'est des cessions industrielles. Et donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de ce point de vue-là, d'un point de vue national, économique français. Après, pour revenir au nom des fonds d'investissement vers les entrepreneurs, qui était une des remarques, déjà j'ai commencé par dire on se trompe. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé quand je suis rentrée dans le métier, c'est l'anti-portfolio de Bessemer. Bessemer, c'est l'un des plus grands fonds américains, c'est le plus vieux. Bessemer, sur son site web, donc il montre, comme tous les sites de venture capital, tous les super succès qu'il a eus, mais il y a l'anti-portfolio. L'anti-portfolio, c'est toutes les super boîtes qu'il a vues qu'il n'a pas faites. Donc il y a eBay, Apple, Google. D'accord ? Et ils disent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait, quoi. Et donc dans eBay, il y a comic books, stamps, coins, you've got to be kidding, no-brainer, pass. C'est des trucs comme ça. Donc on se trompe pour de vrai. Mais une fois qu'on a choisi, donc c'est des questions finalement où on se dit qu'on va passer 6-7 ans de notre vie à essayer d'accompagner tel projet. Donc c'est extrêmement important de partager la vision, c'est extrêmement important de passer les critères, etc. Mais après, si au bout d'une étude, on finit par se rendre compte que, parce qu'il y a beaucoup... Moi, dans toute ma carrière d'investisseur, je vais investir dans 25 boîtes max. 20 boîtes max. Donc on se dit, OK, et si on fait l'analyse et qu'au bout du compte, on n'arrive pas à se convaincre, la question c'est comment on dit non. Parce qu'il n'y a pas de bonne manière de dire non. C'est comme quand vous recrutez quelqu'un. Quand tu recrutes quelqu'un, quels sont tes critères on passe tous les entretiens, et au bout du siècle, on dit non, finalement, c'est pas tel candidat qu'on va prendre, c'est tel autre. Vous l'appelez pour dire non, mais franchement, le bouton sur le nez et tout. Non, on peut pas, c'est trop personnel. Ariane. Alors chez Deloitte, on est très amis avec les VC, donc mes propos ne sont pas du tout... mais je pense qu'il y a des effets de mode aussi dans les stratégies d'investissement, puis il y a des effets de place, parce que la place est assez petite en fait. Et donc, voilà, Criteo, c'est un exemple. Aujourd'hui, tous les VC veulent investir en fait dans des technologies autour du CRM. Voilà, donc si on n'est pas exactement dans les critères non plus, et de ce point de vue-là, en fait, on n'est pas dans la mode du moment, on est un peu désynchronisé, c'est plus compliqué aussi, je pense. Alors, l'aspect Future of Money sur cette partie investissement, c'est qu'il y a de nouveaux fonds d'investissement qui se créent, notamment en région. Ça fait longtemps que moi, je sillonne la France d'un point de vue personnel et je vois de nouveaux investisseurs, une nouvelle génération d'investisseurs avec des fonds locaux. Vous en connaissez ? Certains vous ont dit oui, non ? Enfin, comment ça se passe localement pour vous ? Moi, j'ai été financée par le fonds régional Soridec du Languedoc-Roussillon et je les remercie parce que c'est un fonds qui avait pour habitude d'investir dans du capital de développement et dans des entreprises solides et ils ont pris ce risque de nous accompagner sur du long terme et d'investir chez nous. Voilà, finalement, j'ai fait plein d'allers-retours à Paris et ils étaient juste à côté de chez moi. Roxane, quel est ton ressenti sur les startups, là, celles qui lèvent des fonds ? Parce qu'aujourd'hui, lever des fonds, on va dire que c'est dans la culture startup. Pour autant, on peut aussi développer sa boîte sans lever de fonds. C'est plus rare, mais ça arrive. Quel retour tu as, toi ? C'est difficile, en fait, parce que j'ai bien suivi l'échange qu'on avait ici à côté de moi, et je trouve que la frustration qu'on ressent, c'est quelque chose que je vois surtout en France. Je vois ça pas forcément ailleurs, donc je trouve ça assez intéressant. Mais sinon, je crois qu'en fait, il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui arrivent à bootstrapper. Je pense que tout ce qu'on fait sur Internet, par exemple, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. On arrive à embaucher les premières personnes avec peu de ressources. Donc je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui s'orientent vers des nouvelles manières en fait, de se financer, que ce soit via crowdfunding. Mais je pense que ce n'est pas adapté à n'importe quelle startup non plus. C'est surtout hardware, à mon avis. Mais sinon, je vois aussi qu'il y a plein de différents types d'accompagnement qui sont proposés. Surtout, en fait, les startups que je vois cherchent beaucoup, beaucoup plus que juste de l'argent. Donc, je pense que trouver de l'argent, ça peut se faire avec des petits levées de fonds, friends and family, tout ce que tu veux, crowdfunding. Je pense que l'argent est là, mais c'est plus l'accompagnement et du vrai accompagnement. C'est ça qu'on cherche. Et je pense que malheureusement, c'est encore les fonds
qui crédibilise, entre guillemets, une majorité des startups. Oui, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Dans une des études qu'on a menées, on a demandé en fait aux entrepreneurs, ceux qui avaient eu la chance d'être financés évidemment, quel était leur niveau de satisfaction par rapport et dans leur relation avec les VC, et ils sont satisfaits ou très satisfaits à plus de 80%. Donc c'est dire que quand l'investissement est fait, ça se passe bien et c'est apprécié et ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà un point très positif. C'est vrai que ensuite c'est le problème de l'accès. Alors, on a donné un petit peu ce qui ne va pas, on a présenté ce qui ne va pas. Il y a des choses, il faut regarder un petit peu vers l'avenir quand même, the future of money, quand même. On parlait de la relation grand groupe start-up. Là, il y a un vrai truc à faire. C'est encore super compliqué. Pour autant, il y a des pistes. Où je prends un exemple tout bête, mais la ville de Neuilly a proposé à M6, d'ailleurs vous y êtes dans ce programme de Neuilly, nouveau Neuilly Labs, qui a été une initiative de M. Fromentin, le maire de Neuilly, qui a dit à ces grandes boîtes sur son agglomération, incuber des start-up, donnez-leur 6 mois, donnez-leur juste quelques mètres carrés. Et puis, chez nous, ouais. Et il y en a chez vous. Voilà un type d'initiative qui effectivement passe par l'accompagnement, vous l'avez exposé. Il y a d'autres pistes, je pense. Oui, mais je pense que, on en a parlé quand on a préparé ce panel. Je pense que une des façons de financer de façon facile les entreprises, ça serait un mode de relation de client à fournisseur, tout simplement, plus souple et plus fluide avec les grands groupes, entre les grands groupes et les startups. Parce qu'au fond, c'est pas très compliqué. Il suffit de réduire les délais de paiement pour les petites boîtes. Il suffit de ne pas les mettre dans un processus achat qui va durer 6 mois avec un dossier de référencement comme ça. Il faut convaincre les directions d'achat quand même. Voilà, exactement. Tout le sujet tourne autour de ça, et c'est quand même un des leviers qui semble plutôt évident et qui fonctionne bien dans d'autres pays, en revanche, parce qu'il y a des pays en fait où il y a une démarche très très claire des grands groupes qui veulent initier les relations avec les startups. Et voilà, il faut qu'on y arrive. Il y a pas mal de débats sur ce sujet depuis quelques années. Je pense que les grands groupes ont aussi compris l'apport que c'était, et notamment leur stratégie digitale, par exemple. Ils se disent, oh là là, mon Dieu, c'est pas mal d'être plus en lien en fait avec des startups. Donc ça commence, mais c'est vrai que ça nécessiterait un peu plus de lobbying. Mais c'est une vraie voie. Roxane, cette relation. Je vais dire, nous, on est visiblement là-dedans. Donc, et je pense aussi que c'est un vrai modèle du win-win, en fait. Donc, nous, aujourd'hui, en fait, on a un fonds d'investissement, Microsoft Venture, mais qui investit pour l'instant principalement aux États-Unis. Mais sinon, ceux qu'on a montés en France, pour nous, en fait, on voulait juste rendre l'entrepreneuriat plus accessible et en fait simplifier tout ce qu'il y avait à faire pour le démarrage d'une société. On voulait juste rendre ça plus simple pour les startups en France. Donc, c'est pour ça qu'on a monté notre accélérateur de Microsoft Venture dans Sentier. Et pour l'instant, on ne fait pas d'investissement, on ne prend pas de capital. Donc, mais on a rendu les prix très très faibles. On a mis en place un réseau de mentors, un programme d'accompagnement. Donc, en gros, les startups n'ont qu'à arriver avec juste une idée et un petit peu d'argent pour payer le bureau. Et voilà, normalement, on aide avec le démarrage. Et je vois qu'il y a beaucoup d'autres grands groupes, Orange, AXA. Enfin, il y en a plein qui font des choses similaires aujourd'hui. Donc, c'est assez rassurant de voir que l'ensemble des acteurs s'engagent pour développer l'écosystème. Marie, une piste pour l'avenir. Plus de capital développement. Une piste pour l'avenir lointain ou l'avenir proche. C'est-à-dire, si je te parle des priorités, par exemple, qu'on s'est fixées France Digital, nous, cette année, il y en a une grosse qui, pour nous, est un frein à la croissance, c'est que l'actionnariat salarié est très maltraité fiscalement, et c'est un vrai problème parce qu'on a beaucoup de mal à continuer à faire perdurer les startups. C'est un nouveau modèle entrepreneurial, c'est un nouveau modèle de société, c'est-à-dire que on est sur, quand on regarde le baromètre France Digital, il y a un écart salarial entre le salaire du dirigeant et le salaire moyen qui est à 2,7. Il y a 83% des sociétés qui donnent accès au capital à leurs salariés, et en moyenne, il y a à peu près un tiers des salariés qui ont accès au capital. Et ça fait qu'en fait, c'est un modèle où on partage les risques, mais aussi on partage la valeur créée. Donc on est très loin de cet espace d'image d'Épinal d'une entreprise, c'est un patronat qui exploite un salariat. Non, on est sur un modèle entrepreneurial où on vit une aventure ensemble, et si ça marche moins bien que prévu, on en subira tous les conséquences. Mais si ça marche très bien, tout le monde sera vraiment rémunéré à hauteur de la valeur qu'il a apportée. Et ça, le problème, c'est qu'en France, on est dans
un cadre réglementaire qui n'est pas du tout favorable au maintien de ce système-là quand on grandit. Et ça fait partie des problèmes qu'on a en France avec cette échelle de croissance cassée, c'est qu'on a eu des législations super favorables pour les toutes petites boîtes mignonnes, mais dès qu'on veut grandir un petit peu, d'un coup, ça devient extrêmement pénalisant. Et donc, il faut vraiment penser cette trajectoire de croissance des entreprises de manière à ce qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette transformation économique qu'on est en train de vivre. L'économie numérique, ce n'est pas un secteur à part, c'est une transformation complète de l'économie. L'un des problèmes qu'on a, nous, avec les grands groupes, c'est qu'ils n'ont pas compris ça et que le jour où ils auront compris, peut-être la relation avec les startups sera un peu plus assainie. Mais il faut vraiment arriver à faire en sorte qu'on accompagne cette transition économique et qu'on, à la fois au niveau du modèle d'entreprise qui sont créés, et puis à la fois en termes de cette transformation digitale qui est en train d'avoir lieu, et elle aura lieu, si elle n'a pas lieu en France, elle aura lieu à l'international. Et l'un des paradigmes du numérique, c'est d'être international, donc ça veut dire qu'ils prendront nos parts de marché à nous. Donc il y a urgence. Allez Magali, le mot de la fin. Bédicassa, dans 2 ans, ça ressemble à quoi ? Moi, j'ai une vision sur 20-30 ans, donc je vais avoir du mal à... En fait, il faut lui demander quand elle devient investisseur. Multi-investisseuse, là pour le coup. Tu crées ton fonds. Pour l'instant, je suis encore endettée, donc... Voilà. Non, je sais pas, tu parlais des pistes de réflexion. Nous, quand on a créé Bédicassa, c'était il y a 7 ans maintenant, et quand on a levé nos fonds... en 2012, on a embauché nos premières équipes et au même moment, on a vu tous ces copycats arriver et puis Airbnb qui est arrivé sur le marché. Alors, merci Airbnb parce qu'il nous a permis d'évangéliser le marché. Il a investi des sommes colossales dans le marketing. Ça nous a permis de développer notre créativité. Il a 700 fois plus de moyens que nous, donc du coup, on n'a pas le choix. On doit être meilleur en qualité de service. Voilà. Moi, je pense qu'une des pistes à développer, ce serait ce bousculement de code, cette rupture de vision qu'on a en France. Et j'aimerais beaucoup apporter cette vision anglo-saxonne en France. Et ça passe aussi par la BPI France, les fonds d'investissement. Je connais assez bien le secteur. Là, c'est notre 5e levée de fonds. J'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, dans les équipes décisionnaires, 1 ou 2 entrepreneurs, ou peut-être qu'il y ait des ponts qui soient créés entre les associations. Alors, il y a France Digital, il y en a d'autres, mais qu'on s'ouvre véritablement en fait, qu'il y ait des ponts qui soient créés entre l'élite française et les autres, et les 90% autres. Voilà, c'est ce que je souhaite. Ça passe aussi par la BPI France, parce qu'on parle beaucoup de la BPI France. Il faut savoir ça passe par Oseo, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Oui, mais Oseo est très maintenant important. c'est BPI France, c'est 21,4 milliards de fonds propres. Ouais. Sur les 21,4 milliards, ils ont investi 121 millions dans les PME. L'année dernière, ce qui est 25% de moins que l'année d'avant. Et dans les PME, en fait, le capital risque, il est pratiquement inexistant. Et ce qui serait bien, c'est qu'il soit existant. C'est qu'on les finance, ces entreprises, c'est qu'on leur fasse confiance et qu'on passe du storytelling au story doing. C'est-à-dire qu'on fasse vraiment les choses, qu'on les mette en pratique. Mais c'est pas des paroles en l'air. C'est que... tout est filmé, c'est enregistré. Donc voilà, c'est enregistré. C'est le message que je voulais faire passer parce que souvent, dans ces institutions formatées, alors c'est très bien, on a une élite qui provient de l'ENA, des grandes écoles, etc. C'est très bien, cette élite. On en est fiers à l'international. Mais ce qui serait bien aussi, c'est que cette élite, elle tende la main aux autres qui sont tout aussi talentueux, qui sont isolés et qui ont besoin d'avancer avec cette élite. Merci. Je vous propose de les applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Merci les filles. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un tweet qui a été pas mal retweeté. C'est sublime et vif débat sur le money versus les startups. Honnêteté, franchise, courage. Merci.